Bonjour Pascal, j'aimerais aborder avec toi une question qui te tient très à cœur et sur laquelle tu as beaucoup travaillé, qui est la complexité appliquée au management. Alors est-ce que tu peux m'expliquer un peu pourquoi tu as choisi de travailler sur ce sujet? Donc pourquoi est-ce que j'ai décidé de travailler sur la complexité? Je dirais qu'il y a trois réponses possibles, Mhm. qui ne sont pas ordonnées d'ailleurs. La première réponse, c'est que la complexité, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Quand on parle de complexité, en fait, on fait référence à des environnements où il y a beaucoup d'inconnus, où il y a beaucoup d'interactions, des choses évoluent rapidement. Il y a une part d'opportunité, de créativité, de risque aussi et d'incertitude qui est inhérente à la question de la complexité. Et c'est des environnements que j'aime bien. C'est des environnements qui font un petit peu peur, parce qu'il y a le risque de l'inconnu. Mais ce sont aussi des environnements qui sont extrêmement stimulants, parce qu'il y a l'opportunité, la créativité, et puis tout est possible quand on ne sait pas exactement ce qui va devenir demain. Donc ça, c'est des dynamiques qui me plaisent bien. La deuxième raison qui fait que c'est une question qui m'a passionnée, c'est que la question de la complexité, c'est une question qu'on pose aujourd'hui, mais la complexité a toujours existé. Dans le sens où la complexité organique, humaine, psychologique, économique, c'est des choses qui ont toujours existé. Par contre, les entreprises aujourd'hui sont de plus en plus ouvertes. Il y a eu plein de découvertes scientifiques qui montrent que les systèmes s'auto-organisent, qu'ils soient humains, qu'ils soient biologiques, qu'ils soient chimiques. On parle de vie artificielle. Il y a une capacité de création que je trouve extraordinaire. Donc c'est une question qu'on se pose de plus en plus, qu'on découvre de plus en plus. Et puis les entreprises ouvertes dans un monde technologique, avec des moyens de communication qui sont extrêmement rapides, avec un accès à toutes les cultures, tous les langages. Du coup, l'entreprise est elle-même complètement ouverte à cette complexité. Donc du coup, je trouve que c'est une question qui est vraiment d'actualité, auquel on est concrètement confronté dans notre quotidien. Et puis la troisième raison qui fait que c'est une question qui m'a intéressée, c'est que habituellement c'est une question qui est étudiée de manière assez spécialisée. Les premiers à s'être intéressés à la complexité viennent plutôt des sciences exactes, mathématiques, météorologie, biologie, chimie. En psychologie, en sciences sociales, on s'y intéresse aussi. Et moi, ce qui me plaisait, c'est de ne pas rester dans un domaine spécialisé, mais c'est de faire le lien en fait. Qu'est-ce qu'on peut apprendre des découvertes scientifiques? Quel impact on peut en tirer? Comment on peut faire évoluer le management en utilisant leurs découvertes? Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est pas tant d'avoir un domaine spécialisé, d'être super expert de son domaine, c'est d'être capable de s'enrichir des autres questions et de faire le lien continuel entre management, sciences exactes, sciences sociales, de manière à progresser, de manière plus complexe. Voilà. Donc Très bien. c'est ce que j'essaye de faire dans le module de complexité, c'est ce que j'ai essayé d'écrire dans le bouquin Manager des situations complexes. Très bien. En parlant de la complexité, donc j'aimerais bien savoir un peu en quoi la complexité peut changer ou change la manière de décider. Alors décider, tout d'abord, c'est choisir. Hmm. Et on choisit en fonction de la manière dont on analyse la situation. Oui. Ce dont on se rend compte, c'est que les modèles actuels de décision reposent sur l'idée que l'environnement est stable, que l'environnement est linéaire, c'est-à-dire que le temps s'écoule de manière linéaire, que l'environnement est réversible. J'ai avancé d'un pas, si je fais un pas en arrière, je reviens exactement à la même situation. Donc les modèles de décision qui sont rationnels, qui sont le modèle du choix satisfaisant, tous les modèles classiques de décision reposent sur cette conception-là de l'environnement. Et ce dont on se rend compte, c'est que ces modèles de décision-là, finalement, ne sont pas adaptés à des situations complexes dans lesquelles il y a des changements continuels, dans lesquels on ne connaît pas bien l'impact de nos décisions, parce qu'il y a tellement d'interactions que je peux avoir fait un pas en avant et puis finalement ça va avoir changé l'environnement qu'il y a autour de moi. Même si je fais un pas en arrière, les choses ne sont pas réversibles, je ne reviendrai pas à la même situation. J'ai déjà provoqué un effet autour de moi. Donc ces modèles classiques de décision sont limités. Souvent, ils sont peu flexibles. Pour choisir, ils nient la complexité qui les environne. Et du coup, ils nécessitent d'être renouvelés. Donc il y a plein de recherches et plein de travaux qui ont été effectués sur les modes de décision et qui aujourd'hui proposent des modes de décision qui sont plus adaptés à la complexité parce qu'ils intègrent la complexité elle-même.
Ce n'est pas un mode de décision parfait, hein, on ne passe pas d'un modèle à un autre, mais on passe plutôt d'un mode de pensée à un autre. Dans ce mode de pensée, la décision n'est pas conçue comme un moment tranché, avec un avant-après, avec un moment où on analyse et ensuite on décide et ensuite on agit, avec un moment où on a un décideur. On passe plus à un mode de décision complexe dans lequel on n'aura pas forcément une seule décision, mais on aura une myriade de décisions qui petit à petit vont explorer et tâtonner et avancer vers une finalité. Dans cet environnement-là, la décision, c'est quelque chose de beaucoup plus continu. C'est-à-dire que je prends un bout de la décision, je regarde quel impact ça a, ok, c'est positif, je continue à avancer. Non, finalement, ça ne marche pas, je fais un pas à gauche, je fais un pas à droite. Et donc, ça avance de manière beaucoup plus exploratoire. C'est aussi des décisions qui intègrent beaucoup plus d'acteurs. Comme je suis toujours obligée de regarder l'impact que j'ai sur mon environnement, du coup, je vais demander l'avis des autres. Du coup, je vais voir comment est-ce que la décision peut être dupliquée à différents niveaux, par exemple de l'échelle hiérarchique ou à différents niveaux dans différents services. Du coup, ça va impliquer beaucoup plus de monde. Donc, c'est une décision qui est à la fois plus continue, plus itérative, et puis c'est une décision qui est toujours ouverte dans le sens où si j'ai de nouvelles informations, si j'ai de nouvelles données, nouveaux points de vue, un environnement qui évolue, je suis toujours capable de reformuler la question. En fait, ça fait une décision qui intègre les principales caractéristiques de la complexité. Et du coup, la décision est moins sûre, mais c'est pas gênant. Elle est juste plus exploratoire, elle se construit en même temps que se construit la situation. En fait, si on compare bien ces deux modèles de décision, on se rend compte que la vraie différence réside dans la relation qu'il y a entre l'action et la réflexion. Dans un modèle de décision classique, le temps est séparé. Je réfléchis et puis j'agis ensuite. Alors, je réfléchis longtemps, je vais mettre des experts, je vais mettre un bureau d'études, je vais vraiment essayer d'analyser le plus possible la situation, et puis quand je saurai exactement ce qu'il faut faire, je vais décider, et puis éventuellement d'autres le mettront en œuvre. Je vais vérifier que la mise en œuvre est correcte, éventuellement je mettrai des mesures rectificatives si ça ne marche pas pour que ma décision soit appliquée. Dans un environnement complexe, avec une décision itérative, continue, beaucoup plus ouverte, l'action et la réflexion ne sont pas séparées, elles sont constamment entremêlées. C'est-à-dire que parfois, je ne réfléchis pas forcément énormément. Je vais d'abord commencer à faire un premier pas, et en fonction de l'impact qu'a ce premier pas, je vais analyser l'effet que ça a, puis je vais continuer d'avancer. Et donc, on est dans un entremêlement beaucoup plus fin et beaucoup plus proche de l'action et de la réflexion. D'accord. C'est vraiment la principale différence qu'il y a sur la manière de décider dans un environnement qu'on considère comme stable, linéaire, ordonné, ou dans un environnement qu'on considère comme complexe. Ce que tu me dis, ça me fait penser un peu justement à la créativité, à l'importance de la créativité dans une situation complexe. Alors, la créativité, évidemment, dans une situation complexe, c'est la source principale, c'est la manière de trouver des solutions à des endroits où, en général, on est bloqué, à des moments où on a l'impression d'être dans l'impasse, parce que la créativité, finalement, elle fabrique ou elle invente des solutions au fur et à mesure. Donc oui, la créativité est absolument essentielle dans les environnements complexes. Et d'ailleurs, les entreprises n'ont jamais autant parlé de créativité. Quand on voit combien se multiplient les formations à la créativité, c'est effectivement incroyable. En même temps, c'est aussi incroyable de voir à quel point la créativité est finalement inhibée dans les entreprises. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette contradiction entre le désir de développer la créativité et en même temps une certaine inhibition de la créativité ? C'est lié à la nature même de la créativité. La créativité, par nature, c'est une rupture. Alors, plusieurs formes de rupture. La première rupture, on peut dire que c'est une rupture psychologique, dans le sens où quand une idée créative est annoncée, souvent elle crée une surprise. Alors, pas forcément une surprise positive, mais en tout cas, il y a un effet de surprise. Et puis quand on pense aux personnalités créatives en entreprise, souvent elles sont considérées comme hors cadre, ou elles ne respectent pas exactement les procédures, ou elles vont avoir des manières différentes d'envisager les choses. Et cette rupture, même si on voudrait avoir le résultat et l'avantage de la créativité, cette rupture, souvent elle dérange et souvent elle n'est pas toujours appréciée.
D'autant que la créativité crée une autre forme de rupture, c'est une rupture dans les process. C'est-à-dire que quand on parle de créativité, on a un peu tendance à considérer que la créativité, c'est que le résultat produit. Alors le nouveau service, l'idée qui a permis de résoudre tel problème technique ou la nouvelle invention. Ce qu'on oublie de considérer, c'est que la créativité, c'est aussi le processus créatif en lui-même. Dans le sens où on ne peut pas fabriquer de la créativité comme on fabrique des voitures, ou des tables, ou des chaises, on ne fabrique pas de la créativité. Le processus lui-même par lequel émanent des idées créatives, c'est un processus qui est aussi créatif. C'est-à-dire il comporte lui-même une certaine forme d'incertitude. D'ailleurs, si vous interviewez des créatifs, ils vont vous dire qu'ils ne savent pas. Alors, on sait en neuro et en psychologie que la créativité repose sur l'imagination, sur la capacité à aller chercher des idées dans l'inconscient, la capacité à mêler et connecter ces idées entre elles de manière très inattendue. On sait qu'à un moment donné, ça sort, mais à part ça, on ne sait pas grand-chose. Donc l'entreprise, quand elle fait face à des processus créatifs, souvent est dérangée par justement l'inattendu, parce qu'elle ne sait pas à quel moment ça va arriver, alors que dans ses process habituels, elle aime bien pouvoir dire je fais telle réunion, et puis au bout de 3 réunions, 5, qui dureront 4h30, l'idée va sortir. Donc ça, c'est un truc qu'elle n'aime pas du tout. Elle aime la créativité, mais elle n'aime pas l'incertitude du processus. Et puis la créativité, c'est aussi une surprise et une rupture par rapport au marché. Et là, on va retrouver un autre paradoxe dans l'entreprise, qui est que j'ai envie d'offrir un nouveau produit qui soit super créatif, parce que du coup, ce sera le premier sur le marché. Mais en même temps, pour savoir si je vais le vendre, la première chose que je vais faire, c'est je vais faire des tests auprès de mes consommateurs pour voir s'ils sont bien d'accord. Et donc, du coup, on n'a jamais autant parlé de la créativité en se disant oui, je veux la nouveauté, je veux créer le marché, oui, je veux l'idée qui va solutionner ce problème ou cette impasse, mais en même temps, je veux pas la rupture. Je veux pas trop être choquée, je veux être sûre que mon process il soit bien organisé et que je connaîtrai toutes les étapes, et puis je veux pas trop gêner mon consommateur. Et du coup, ça donne un contexte dans l'entreprise dans lequel, oui, on veut de la créativité, oui, on se rend compte que dans des situations complexes où il y a plein d'impondérables, finalement, les gens qui trouvent des idées nouvelles tout le temps, ils s'en sortent mieux, mais en même temps, on veut pas trop subir toute cette rupture-là. Donc ça crée un peu un dilemme.